Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news intéressantes cette semaine-ci. Il y a vraiment un petit peu pour tout le monde, donc n'hésitez pas à regarder dans la table des matières ainsi que sur la barre de description. C'est dit bizarrement. N'hésitez pas à regarder sur la barre de contrôle YouTube et dans la description. Voilà, ça marche mieux comme ça. Et du coup, sans plus tarder, commençons tout de suite. En première news, un petit peu de la chaîne. Comme vous pouvez voir, oui, le nouveau PC est en place. Tenez compte que j'ai toutefois tourné d'autres vidéos où il y avait encore l'ancien PC. Donc voilà, je préviens parce qu'il y a des gens des fois qui sont en mode «Oh, pourquoi tu as remis l'ancien PC?» Non, c'est juste que j'avais tourné la vidéo avant. Vous pouvez voir aussi un truc pour ceux qui sont observateurs. Il y a une bande lumineuse ici. On voit que ça éclaire le mur. Ça, c'est une LED custom que j'ai fait par moi-même. Donc ça, j'ai envie de faire justement des contenus un peu là-dessus parce que je sais pas si vous avez regardé le prix des LED, surtout de qualité. Ça coûte la peau des fesses. Alors qu'en réalité, vous pouvez en faire pour vraiment, mais je dis bien vraiment pas cher. Et c'est le cas de celle-là. Donc ça, j'aurai des contenus prochainement là-dessus. Mais il y a tellement de vidéos que je dois faire en réalité. En fait, ce que je devrais faire, c'est une liste des vidéos que je peux faire. C'est juste qu'il y en a tellement que des fois, je me perds moi-même. Je suis un petit peu aussi assidu. Je commence à travailler sur quelque chose, puis je vais sur autre chose, et puis je reviens sur l'autre truc. C'est un peu de ma faute aussi, je vais être très honnête. Mais je devrais faire une liste. Et puis, je vous laisser choisir en fait ce que vous voulez. Ça, ce serait pas mal. Via un petit sondage dans la communauté ou autre chose. Parce qu'on peut plus faire de sondage sur une vidéo. Merci YouTube. Hein, mais ça peut être intéressant. Donc, ma foi, dites-moi dans les commentaires éventuellement si je peux faire ça. Ce sera dans l'onglet communauté de toute façon. J'ai pris aussi le temps de configurer un petit peu ce nouveau PC. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps de remettre tout comme je le veux. Là, c'est nickel. J'ai aussi enfin un Windows qui ne bug plus. Parce que franchement, mon Windows était cassé. Il était vraiment, mais cassé. Il y avait des trucs qui fonctionnaient bizarrement, il y a des trucs bizarres qui arrivaient, mais je le gardais en vie parce que j'étais en mode bientôt, tu vas être remplacé. Le nouveau PC arrive. Juste, tiens encore un mois. Tiens encore un mois. Et au final, oui, il était vraiment sur support de fin de vie. Mais il a tenu. Je vais certainement faire une vidéo, ça j'aimerais bien faire. C'est juste comparer. J'ai encore l'ancien PC, j'ai l'ancien SSD et tout. J'aimerais juste comparer ma vieille installation Windows à une installation fraîche. Genre combien de FPS j'ai en plus, mais avec les mêmes programmes qui tournent en arrière-plan. Parce que ça, c'est important. Parce que forcément, plus vous avez de programmes en arrière-plan, plus ça prend des ressources. Mais j'aimerais bien comparer, voir juste à quel point, des fois, juste réinstaller Windows, ça peut booster le FPS. Ça, c'est aussi une autre vidéo. Quand je disais que j'ai plein d'idées de vidéos et que je dois les faire et que je me perds à chaque fois, c'est de ma faute. C'est de ma faute. D'ailleurs, pendant que j'étais pas là, parce que je suis parti un peu en voyage, j'étais un petit peu en Chine, il faut le savoir, à Shenzhen. J'ai pas vraiment fait de contenu, mais un sujet qu'on va parler dans cette vidéo va me permettre, je vais pouvoir apporter mon expérience personnelle, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai participé un petit peu à des vidéos de French Hardware, ils ont fait 2 vidéos là-bas où j'ai participé. Donc ma foi, quand elles sortiront, je les linkerai certainement dans un texte à ma show parce que je trouve ça intéressant. Et je verrai aussi peut-être, parce que j'ai aidé à enregistrer une vidéo, peut-être voir pour récupérer des plans, pour même peut-être moi-même faire ma propre vidéo sur un sujet en particulier qui serait intéressant, qui serait la fabrication de tout simplement de refroidissement, genre les coils Duc et tout ça. Parce que j'ai vu une usine justement qui fabriquait des refroidissements et c'était hyper intéressant. Donc, ma foi, voilà. Et si vous êtes, pour ceux qui seraient intéressés aussi de mes retours sur ce que j'ai vu à Shenzhen, peut-être que je pourrais en parler dans un prochain Texama Show. Mais en attendant, je pense que j'ai déjà assez parlé de ma vie. Passons aux news de la semaine. La première news de la semaine, c'est évidemment le fait que Microsoft a arrêté le support de Windows 10. Donc oui, Windows 10, c'est fini. Vous avez certainement, pour ceux qui ont encore Windows 10 ou qui connaissaient quelqu'un qui est sur Windows 10, il y a certainement dû avoir des messages qui apparaissent, des pop-up en mode «Hey, Windows 10 est terminé, tu dois passer à Windows 11. Et si ton PC n'est pas compatible, c'est pas grave. Recycle-le, apporte-le à la décharge, achète un nouveau PC avec Copilot Plus, c'est tellement bien. Pas vraiment, non, non, pas vraiment. Dans tous les cas, vous avez dû certainement voir ce genre de message si vous êtes sur Windows 10. Première bonne nouvelle, c'est si vous êtes en Europe, ou en tout cas si vous avez défini dans les paramètres d'installation de votre système d'exploitation, ou quand vous l'avez configuré la première fois, que vous êtes dans un pays européen, eh bien, Microsoft a changé les règles pour faire en sorte que si vous avez un compte Microsoft connecté à votre Windows, sur Windows 10 donc, vous aurez automatiquement un an de mise à jour supplémentaire. Si vous êtes en dehors de l'Europe, donc je pense notamment à mes amis québécois, marocains, peut-être tunisiens, algériens, eh bien là, par contre, vous n'aurez pas automatiquement droit à ces un an de mise à jour. Donc la solution la plus facile, c'est d'utiliser l'application Sauvegarde. Donc vous tapez Sauvegarde, ou si vous avez dans une autre langue, peut-être si vous êtes québécois, vous avez peut-être mis en anglais, je sais pas. Vous tapez dans tous les cas sauvegarde ou un truc équivalent. Il y a
un paramètre sauvegarde dans Windows 10 et si vous utilisez ça avec un compte Microsoft pour sauvegarder vos paramètres, eh bien vous aurez droit à 1 an de mise à jour supplémentaire. Vous pouvez utiliser aussi des points Microsoft. Comment on obtient des points? En faisant des recherches Bing. Donc, basiquement, voilà, vous n'aurez pas de points parce que qui utilise Bing? Et sinon, la dernière solution, c'est de payer 30 €. Voilà, on sort la carte de crédit forcément. Et voilà, c'est la seule solution si vous voulez rester sur Windows 10. Et je prévois, je croyais que vraiment que Microsoft avait patché le fait qu'on pouvait installer Windows 11 sur un PC non compatible avec Rufus, mais c'est toujours possible. Donc je vais faire une vidéo sur ça parce que je trouve que c'est une situation un peu, même si oui, je le recommande pas parce que peut-être que dans 3 mois, Microsoft va juste patcher ça et faire en sorte que tous les PC non compatibles, ils reçoivent plus de mise à jour. Mais je me dis que comme de toute façon c'est la fin de Windows 10, ça vaut la peine d'essayer au moins. Même si je recommanderais évidemment de toujours rester sur Windows 10 le plus longtemps possible parce qu'il y a encore un an de mise à jour gratuite. Mais après ça, oui, utiliser cette solution pourrait être tout à fait viable selon moi, plutôt que de devoir acheter un nouveau PC. Il y a des gens qui sont... Si vous êtes sur les premiers Ryzen, ce qui est toujours un... Voilà, c'est pas le... Est-ce que c'est une foudre de guerre? Non, mais c'est toujours un bon PC, hein, ça dépanne. Donc si vous avez un 1700X avec une petite RTX 3060 par exemple, ce qui serait pas déconnant, ben, vous n'êtes pas compatible Windows 11, ce qui est stupide. Donc voilà, je montrerai certainement via un tuto d'installation, justement pour montrer ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Bon, après, je pense que vous êtes certainement abonnés. Est-ce que c'est le moment de la vidéo où je fais 30% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne? Pourquoi vous n'êtes pas abonné? N'hésitez pas à utiliser le boost aussi pour booster la vidéo. Laissez un pouce bleu, laissez un favori, mettez dans une playlist. Qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant sur YouTube? Prenez un super chat. Je pense que c'est tout au niveau fonctionnalité un peu stupide. Mais ils en introduiront plus certainement plus tard. Le boost, c'est déjà un petit peu stupide. J'ai droit au boost parce que ma chaîne a moins de 500 000 abonnés, donc ma foi. Si vous voulez booster ma chaîne, comme des booster packs Pokémon, ben vous pouvez le faire. Enfin bref, dans tous les cas, c'est la fin de Windows 10, mais pas vraiment en réalité, parce qu'il y a encore un an de mise à jour gratuite. Donc ma foi, on se retrouvera d'ici à peu près un an pour parler du fait que c'est vraiment la fin de Windows 10, ma foi. Et pour ceux qui se disent, ah, c'est la fin de Windows 10, je vais enfin faire un nouveau PC, on va passer à Windows 11. Il y a des problèmes avec Windows 11. C'est la deuxième fois qu'on a une mise à jour totalement buggée. Voilà quelques mois, il y a une mise à jour, il faut le savoir, qui dégradait les SSD. Je n'ai pas trop traité parce que les informations dessus étaient un peu bancales, mais il y avait vraiment une mise à jour qui, des fois, pouvait dégrader les SSD et même les faire mourir, ce qui était assez problématique. Et récemment, nous avons une nouvelle mise à jour qui a introduit aussi des problèmes. Et notamment, elle empêche les applications qui se connectent via localhost de tout simplement se connecter. Et cette mise à jour, c'est la KB506683.5, voilà son petit nom doux. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est les connexions localhost, c'est bien souvent, par exemple, si vous faites un serveur de jeu sur votre propre machine et que vous allez vous connecter à votre serveur de jeu, pour vous connecter, vous allez utiliser l'adresse localhost parce que c'est hébergé en local. C'est littéralement sur la machine. Et du coup, des fois, ça arrive souvent que vous avez des applications, surtout qui utilisent des serveurs web ou autre chose. Ça peut arriver des fois qu'ils utilisent justement cette fonctionnalité de ce localhost. Donc, ça peut casser certaines applications, ce qui est assez embêtant. Donc, ouais. Juste pour dire à quel point Microsoft nous force sur Windows 11, mais ils sont pas foutus de sortir une mise à jour qui n'est pas buggée. C'est incroyable quand même. Bon, à savoir que pendant la durée de vie, on va dire, de Windows 10, ils ont viré pratiquement toute l'équipe de test de Windows. Donc, il y avait des gens qui étaient responsables à tester Windows. Ils ont viré la plupart de ces gens-là. Et puis, ils sont passés à un système où c'est la communauté qui teste les mises à jour. Voilà, s'il y a un problème. Et évidemment, voilà, c'est pas parfait. Parce que même si la communauté peut aider, c'est voilà, des gens qui sont payés pour trouver des problèmes en général vont passer un peu plus de temps, peuvent mettre un peu plus d'efforts dedans, en toute logique. Donc, je dis pas forcément que c'était la plus mauvaise des décisions. Certainement, peut-être il y avait des personnes qui faisaient pas entièrement leur travail. Et puis, demander à la communauté de tester peut être aussi avantageux, mais il faut un bon équilibre. Il faut un bon équilibre de testeurs officiels et de testeurs publics. Et là, je pense que Microsoft a un problème justement au niveau de cet équilibre et qu'il devrait peut-être réengager un petit peu des gens là-dessus. Ou peut-être même qu'ils utilisent juste Gemini. Non, c'est pas Gemini qu'ils ont, c'est Copilot, oui. Peut-être qu'ils utilisent Copilot pour développer Windows, ce serait tout à fait possible. Il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça où vous avez Amazon avec AWS, qui est leur service d'hébergement en ligne. Ils avaient indiqué, voilà, quelque temps que genre 70% de leur code pour développer AWS était généré par des IA. Et puis, genre, l'autre jour,
AWS était tout complètement down, donc je suis en mode: «Ah ouais, ça se voit, c'est de la qualité, hein, ce code par IA». Donc ma foi, peut-être pas laisser, une IA coder votre truc, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et maintenant, on passe à la catégorie préférée de tout le monde, c'est évidemment les deals de la semaine. Et là, on a très peu de deals en réalité, parce que c'était les Prime Days la semaine dernière, donc tous les deals sont passés là. Mais il y a des deals très solides, et notamment cette RX 9070 XT, donc c'est une Full XT, qui est vendue sur Amazon DE, donc Amazon Allemagne, 632 euros. C'est un des prix les plus serrés pour une 9070 que vous pouvez trouver à l'heure actuelle. Et évidemment, si vous êtes en France, et j'ai mis en France exprès pour montrer, vous aurez 6,83 € de livraison. Mais même en payant 6,83 € de livraison, ça semble logique. 640 euros pour une 9070 XT, c'est un très bon prix. J'ai regardé, il n'y a aucun revendeur français, officiel français, qui le vend à ce prix-là. Même, il n'arrive même pas à rapprocher ce prix-là. Vous pouvez l'acheter sur le site, il y a PSK Megastore qui est en Italie, mais je ne sais pas s'il livre exactement en France des fois. Donc, des fois, il y a moins cher, mais là, c'est un revendeur, on va dire, beaucoup plus sérieux. C'est vendu directement par Amazon, et c'est une très bonne carte. C'est une ASRock. Ils se débrouillent, ASRock. Est-ce qu'ils ont forcément les meilleurs graphiques? Je ne sais pas, mais ils se débrouillent. Et comme on peut voir, c'est un modèle plutôt sympa. Vous pouvez, il me semble, personnaliser le RGB, hein, pour ceux qui n'aimeraient pas. Et comme on peut voir aussi, c'est un modèle un peu blanc-gris, donc ça peut s'intégrer à une config plus unique. Si vous avez une config noire, par contre, oui, ça pourrait un peu clasher avec votre design. Mais très bonne carte pour un très bon prix. Ensuite, pour ceux qui auraient besoin d'une petite alimentation, vous avez une MSI Mag A750 BN en promotion. C'est une alimentation compatible avec la dernière norme PCI Express 5.0, donc le fameux connecteur 12 plus 4 pins, comme on peut voir ici d'ailleurs. Elle fait 750 watts. Vous avez seulement du 80 plus bronze, donc c'est vraiment fait pour une alimentation pas chère. Et j'ai regardé d'ailleurs, j'étais curieux, qui fabrique les alimentations MSI. Et c'est le même fabricant, il y a très peu d'usines qui fabriquent des alimentations. Et c'est le même fabricant que Corsair, Thermaltake, et il y avait une autre marque, je ne sais plus c'était laquelle. Mais Corsair et Thermaltake font des assez bonnes alimentations. Donc ce constructeur semble être plutôt sérieux. Et de ce que j'ai vu, les alimentations MSI sont très populaires parce qu'elles sont juste très bonnes pour le prix, et juste très bonnes aussi. Et ça vient aussi de, je sais qu'il y a beaucoup de revendeurs de PC qui les utilisent et qui ont très peu de retours dessus, donc ça veut dire que elles tiennent très bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Évidemment, il faudra voir s'ils continuent comme ça dans le futur, parce que c'est déjà arrivé par le passé que vous avez une marque qui fait des très bons produits, puis d'un coup fait un virage à 90 degrés, hein, ça arrive. Mais dans tous les cas, ici, vous avez aussi d'ailleurs, comme vous pouvez voir, pas mal de connecteurs. Un PCI Express 5.0, vous avez aussi toujours deux 6 plus 2 pins, du SATA, du Molex, du CPU. Voilà, il y en a pour tout le monde. Est-ce que je mettrais une carte graphique haut de gamme avec? Non. Pour moi, c'est plus pour une RX 9060, peut-être une 5070, une RTX 5070 maximum. Mais je ne monterai pas plus haut que ça. Ça reste bon pour une config plus milieu de gamme, surtout vu le prix. Et puis, normalement, dans le texte, j'en parle un petit peu des MacBooks, mais vous avez ici le MacBook Pro 14 pouces en version M4 Pro, qui est selon moi la plus intéressante parce que vous avez plus de puissance qu'un modèle de base en M4. Vous avez aussi 24 Go de RAM partagé, qui est selon moi un bon compromis. Vous avez assez pour travailler tout ça. Vous avez un SSD de 512 Go, c'est pas le plus gros, large, mais 512 Go, certaines personnes arriveront à faire travailler ça. Et il est vendu 2069 € à l'heure actuelle. Euh, il sera certainement refresh l'année prochaine. Enfin, refresh. Il aura des puces M5 l'année prochaine. On sait qu'ils ne vont pas changer le design ou le châssis. Ça va être exactement le même châssis l'année prochaine. C'est juste qu'il y aura les nouvelles puces. Donc, je dirais que si vous êtes intéressé par tout ce qui est ray tracing, oui, attendez les nouvelles puces. Mais si vous étiez intéressé par un de ces MacBooks, vous avez encore un MacBook Intel et que vous voulez justement passer sur un nouveau MacBook avec les puces M, ben ça peut être sûrement une meilleure alternative, surtout si c'est juste pour travailler surtout. La nouvelle puce M5 ne sera pas la plus intéressante. Ouais, elle sera un peu plus puissante, mais elle sera surtout plus chère. Ici, 2069 €, c'est le prix le plus serré qu'on a vu et c'est sur moi très intéressant. Par contre, ouais, si vous voulez plus de SSD, ouais, directement, ça casse le prix. 2500 €. What the fuck, Apple. Alors, pour ceux qui seraient intéressés aussi par un petit NAS, vous avez Ugreen qui a sorti une version 2B du NAS que j'avais fait une vidéo récemment. C'est le DH2300 ici. Toujours avec ce processeur ARM qui est très efficace en énergétique, mais plutôt puissant. Vous avez, comme j'ai dit, 2B, 4 Go de RAM. C'est largement suffisant pour quelqu'un qui veut juste stocker des fichiers. Ça fait le taf. Vous mettez un RAID 1, comme ça veut dire que les données sont copiées sur les deux disques. Vous avez de la redondance, c'est nickel. Il est très compact, il est silencieux. Franchement, ça peut valoir la peine.
188 euros. Vous mettez 2 petits disques durs et là, vous êtes bien. Vous aurez un lien dans la description, il est en promotion à l'heure actuelle, donc ça peut valoir la peine si vous êtes justement intéressé par un petit NAS silencieux qui ne consomme pas trop. Ensuite, justement, on en arrive à la news où je peux parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que j'ai été un petit peu sur place. Et vous avez du coup cette photo qui est arrivée en ligne où vous voyez des palettes littéralement entières de RTX 5090, à savoir que cette photo a été prise en Chine. Et le truc, c'est que la Chine n'est pas censée avoir de RTX 5090. Ils ont leur propre 5090 qui est la 5090D. Sauf que maintenant, ils ont la 5090D V2 parce que la 5090D n'était pas assez limitée. OK. La 5090D V2 pour information a seulement 24 Go de VRAM, alors que la 5090D en avait 32 toujours. Donc c'est pour vous montrer la différence ici. Et donc ils n'ont pas le droit normalement de 5090. Sauf que moi, je peux vous dire, j'ai été à Shenzhen, j'étais au marché où il y a tous les trucs de l'électronique, qui est d'ailleurs incroyable, et il y avait des 5090 à peu près partout. Franchement, c'était pas compliqué d'en trouver, alors que c'est censé être compliqué d'en trouver. Il y avait aussi beaucoup de 4090, il y avait même des 4090 avec 48 Go de VRAM, donc voilà, pas quelque chose qui est censé exister, mais juste pour dire que pas très étonnant que vous avez des palettes entières de 5090 qui ont fini en Chine. C'est assez, il y a plein de news là-dessus qui sont assez pas marrantes, mais vous avez Nvidia qui dit que actuellement leur part de marché en Chine de vente de nouveaux GPU est tombée à 0%. Sauf que dans le marché des IA, je tiens à préciser, pas au niveau gaming, mais au marché des IA, leur part de marché, selon eux, est tombée à 0%. Sauf que, voilà. Petite anecdote, par contre, les ventes de GPU d'IA à Singapour ont explosé ces derniers mois. Juste aucun rapport. Hein. Ça a juste explosé. Il y a plein de gens à Singapour qui se disent « Oh, je vais faire tourner mon truc d'IA. » Ouais, non, ça passe par Singapour. Vous avez les GPU qui sont achetés à Singapour et qui sont, voilà, envoyés discretos en Chine. Et puis après, on se retrouve avec des palettes de GPU. Vous avez Gamer Nexus, c'est une chaîne américaine, ils parlent anglais. Ils ont fait tout un documentaire là-dessus, c'est très intéressant, je vous invite à le regarder. Mais basiquement, ouais. Il y a toute une affaire de marché noir du GPU, et notamment avec la Chine et Nvidia. Et Nvidia certainement le sait, mais ils font un peu exprès en mode oh mince, oh mince, oh il y a des GPU qui finissent en Chine. Mince, oui, mais on se fait plus d'argent, donc on va juste regarder un petit peu de l'autre côté. C'est voilà, pas très étonnant. Honnêtement, je pense que la plupart des entreprises qui seraient dans le même cas seraient juste en mode ah mince, nos GPU qu'on n'était pas censé vendre dans ce pays, ils ont été vendus par quelqu'un. Ah mince. Derrière, ils font leur argent, donc ils sont contents, donc ouais, pas très étonnant. Donc ma foi, voilà. Et il y avait Messi qui a du coup dit, parce que c'est toutes des cartes MSI, donc MSI est en mode, hey, c'est pas notre faute. Et honnêtement, c'est fort probable que ce soit même pas leur faute, parce qu'encore une fois, le marché noir est tellement bien développé que c'est tout à fait possible que quelqu'un ait acheté plusieurs palettes à Singapour ou à Hong Kong ou je sais pas quoi, et juste tout envoyé directement vers la Chine d'une manière un peu dérivée, évidemment. Ensuite, pour la prochaine news, nous avons Apple qui, comme ça, d'un coup, a sorti la nouvelle puce M5, oui, qui est du coup plus puissante, notamment, alors, la partie CPU est un petit peu plus puissante, mais c'est surtout la partie, évidemment, accélération d'IA qui est beaucoup plus puissante. Ils ont aussi amélioré tout ce qui est performance ray tracing du GPU, donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés par ça. Mais le plus bizarre avec cette nouvelle puce M5, c'est qu'ils ont sorti sur 3 produits, dont un qui n'est pas disponible en Europe, c'est le Vision Pro, donc le casque, hein. Ils l'ont sorti sur le MacBook Pro 14 pouces de base, mais derrière vous avez toujours le 14 pouces Pro avec les puces M4 Pro ou M4 Max, et le 16 pouces où il n'a même pas de M5, il y a juste de M4, et ils l'ont aussi sorti sur l'iPad Pro en version 11 et 12 pouces. Et du coup c'est juste bizarre, parce que d'habitude quand Apple introduit une nouvelle puce M, il introduit souvent sur les modèles plus grand public, donc les MacBook Air notamment. Et là, le MacBook Air n'a pas du tout été mis à jour. Donc, ils ont le seul Mac qui profite de cette puce M5, au final, c'est le 14 pouces Pro. Aucun autre. Et derrière, encore une fois, comme je dis, vous avez toujours les puces M4 Pro et M4 Max qui sont vendues à côté. Donc, c'est juste chelou. Je comprends pas la logique d'Apple ici. Ils ont sorti ça de nulle part et sans vraiment plus d'annonces que ça. Et puis, ils l'ont sorti sur des produits spécifiques que la plupart des gens n'achètent pas. Genre, les iPads se vendent bien, mais ça reste un produit un peu niche. Et le MacBook Pro 14 pouces est plutôt populaire en réalité, surtout le modèle de base. Mais ça reste quand même très spécifique. Donc franchement, on ne comprend pas trop la logique d'Apple ici. Et aussi, du coup, ça amène une mauvaise news parce que vous avez beaucoup de gens qui attendaient un redesign à nouveau des MacBook Pro parce que on a eu 4 générations de MacBook Pro avec des puces M.
Et je vous rappelle qu'ils avaient introduit un nouveau design justement avec la première puce M1 Pro et M1 Max. Donc ils avaient redesigné le châssis pour que ce soit un peu plus épais, notamment par rapport aux versions Intel, ce qui était assez étonnant. Ils avaient retiré la touch bar, ils avaient rajouté des ports, oui, parce qu'ils avaient enlevé plein de ports. Notamment l'HDMI avait disparu, mais maintenant ils l'ont fait revenir. Enfin, ils l'avaient fait revenir. Ils avaient fait revenir le MagSafe aussi. Donc globalement, un très bon redesign. Ils avaient aussi introduit la notch qui était juste chelou parce qu'il y a pas de Face ID. Et donc, les gens étaient en mode, ah, OK, oui, il y aura certainement un redesign dans le futur. Et beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit pour les puces M5. Tout à fait logique. Surtout qu'elles ont été retardées parce que normalement, ils auraient dû refresh tous les MacBook Pro en fin d'année. Et ils ne l'ont pas fait parce que là, du coup, on n'en a qu'un seul qui est sorti. Mais ça veut dire aussi que, mais comme ils ont sorti un MacBook Pro 14 pouces de base avec une puce M5, qui est exactement le même, oui, le redesign n'arrive pas pour cette génération-ci. Ils viennent de littéralement l'avouer. Voilà, on n'a pas mis à jour. Plus tard, on fera des puces M5 Pro, M5 Max, mais elles aussi seront exactement dans le même châssis en toute logique. Donc ça, c'est assez dommage parce que le truc, c'est que les puces M de Apple sont tellement bonnes. Et je le vois même moi. Moi, j'ai un 14 pouces avec une puce M1 Pro. Il est toujours excellent. Franchement, je vois aucun intérêt de passer à un nouveau. Surtout si le châssis est exactement le même. Si encore il y avait un nouveau châssis avec peut-être une dalle OLED ou Face ID, ce genre de truc, je dirais en mode, non, ok, peut-être. Mais là, il n'y a aucun intérêt en fait. Et donc, ça met un peu Apple dans une position bizarre parce qu'ils ont fait des tellement bonnes puces, des tellement bons ordinateurs portables que les gens restent juste dessus. Et ils sont en mode, oh, moi ça me satisfait. Pas besoin de passer au nouveau. Et du coup, ne pas sortir un redesign est aussi un petit peu bizarre parce que redesigner le châssis pourrait justement inciter des gens à passer à un nouveau modèle et enfin quitter leur ancien modèle M1 Pro ou autre chose, quoi. Mais ils l'ont pas fait. Donc, juste très bizarre. Franchement, je comprends pas trop la stratégie marketing d'Apple ici, mais c'est ce qu'ils font. Même chose avec l'iPad. Bon, l'iPad a été redesigné la génération d'avant, donc ça va encore. Il a été redesigné avec les puces M4, évidemment, avec le tandem OLED, si vous vous rappelez. Et donc là, ouais, pas de surprise, c'est exactement le même, mais juste avec une puce M5. Et là, c'est par contre tous les iPads, évidemment, Pro 11 pouces et 12 pouces qui ont été upgrade avec cette puce M5. Et vous pouvez aller jusqu'à 2 Tera de stockage, jusqu'à 16 Go de RAM. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, même si, selon moi, les iPads sont très puissants, mais honnêtement, iPadOS, bof, bof, bof. Donc, à voir si ils continuent d'améliorer ça et le rendre enfin utile, parce que jusqu'à maintenant, pas trop ça. Ensuite, nous avons AMD qui a fait une vidéo avec PlayStation sur leur chaîne où ils parlent un petit peu de leur prochaine génération de GPU, parce qu'il faut le savoir, et c'est plutôt cool en réalité, selon moi. euh, Sony et AMD travaillent main en main pour améliorer les GPU justement AMD parce que ceux-ci sont aussi utilisés dans les PlayStation. Et donc là, ils ont fait une petite présentation justement pour parler de ce qu'ils ont travaillé pour les prochains GPU. Alors, on ne sait pas le nom des GPU, on ne sait pas quand ça arrive, c'est juste, voilà, ils ont travaillé là-dessus, et notamment trois grands piliers, on va dire. Le premier, c'est le Neural Arrays. Donc en gros, là, vous pouvez voir, bon, c'est juste un schéma, mais vous avez des unités d'accélération de tout ce qui est IA ou des trucs de calcul neural. Et bien souvent avant, surtout en tout cas sur RDNA 4.0 et même RDNA 3.5 et tout ça, euh, ben, chaque unité de calcul neural ben, était interfacée avec un bus et du coup communiquait avec la mémoire et tout ça à travers ce bus. Et là, apparemment, ce qu'ils ont fait, c'est que les unités qui sont l'une à côté de l'autre pourront maintenant communiquer entre elles pour partager justement plus facilement les informations ou même calculer ensemble, travailler ensemble sur un calcul. Et donc, apparemment, ça devrait accélérer la puissance de calcul justement de tout ce qui est IA, ce qui est logique vu que c'est un petit peu la mode en ce moment. Et puis, ça permet aussi de faire du meilleur upscaling, tout ça, donc ça semble logique. Ils ont aussi parlé de Radiance Core, donc c'est juste du nouveau hardware pour faire tourner mieux tout ce qui est ray tracing et surtout path tracing. Tout à fait logique. AMD a encore du mal par rapport à Nvidia. Ils sont plus très loin, mais Nvidia a toujours plus de puissance en path tracing, notamment. Et donc, AMD doit faire du rattrapage ici. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils travaillent là-dessus pour leur prochaine architecture. Parce que même si vous n'aimez pas le ray tracing, c'est là pour rester. Tous les nouveaux jeux qui sortent ont forcément du ray tracing. Il y en a même qui sont full path tracing. Il y a même des jeux qui sont sortis où vous ne pouvez pas désactiver le ray tracing, notamment Indiana Jones. Donc, oui, c'est là pour rester. Et donc, améliorer les puissances, forcément, sur leur prochain GPU, semble tout à fait logique. Et puis, le dernier truc, c'était l'universal compressing, ou compression. Donc, en gros, tout ce qui va avant, il compressait justement tout ce qui était un petit peu de texture. Donc, NVIDIA, d'ailleurs, le fait aussi. Donc, quand vous avez une texture qui va rentrer dans la VRAM, ben, vous allez la compresser pour qu'elle prenne moins de place.
OK. Et puis quand vous la reprenez, vous pouvez la décompresser. Ils utilisent, pour information, du hardware directement sur le GPU pour compresser et décompresser à la volée très rapidement. Donc ça peut leur rajouter une très légère latence, mais derrière, vous économisez beaucoup de VRAM, donc ça vaut la peine. Et du coup, là, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement compresser tout ce qui rentre dans la VRAM. Donc tout ce qui peut rentrer dans la VRAM sera forcément compressé pour justement économiser de la place. Donc une bonne chose, même si en général AMD n'est pas trop radin au niveau VRAM, enfin ça dépend de certains GPU. Donc voilà, ça ne fait pas de mal si ça permet d'économiser de la VRAM, ça rajoute pas trop de latence et ils peuvent le faire, pourquoi pas. Mais encore une fois, Nvidia a des technologies similaires. Donc, sur certains points, il faut quand même le reconnaître. C'est un peu le truc avec AMD, c'est qu'ils offrent beaucoup de valeur pour l'argent, mais clairement, la société qui mène la danse au niveau GPU, et surtout au niveau GPU gaming aussi, c'est Nvidia. Nvidia est la société qui est bien souvent introduit les technologies en premier, puis AMD est en mode oh, nous aussi on a fait notre propre version. Et bien souvent, des fois, ça arrive que la version AMD soit meilleure. FreeSync était pas forcément aussi bon au niveau spec, mais FreeSync était free. Tout le monde pouvait le rajouter dans son écran. Et maintenant, quand vous regardez, est-ce que vous moi, quand je regarde pour un nouvel écran, je regarde plus forcément G-Sync, FreeSync parce que je sais que c'est automatiquement compatible parce que la technologie est juste devenue standard en fait. Et c'est grâce à AMD. Mais c'est aussi grâce à Nvidia qui a commencé avec G-Sync. Donc, vous voyez un petit peu le rapport ici de Nvidia a introduit une technologie, AMD copie un petit peu, mais des fois apporte quelque chose de meilleur derrière. Donc, ça, c'est plutôt cool. Même chose avec DLSS, hein, FSR, c'est une réponse à DLSS. Mais après, derrière, FSR était compatible avec plus de GPU, mais aussi derrière, la qualité n'était pas aussi bonne. Donc, voyez, chacun un petit peu ses forces. Mais une chose est sûre ici avec ces trois technologies, c'est plus de rattrapage. Mais après, si ça permet à AMD de vraiment dépasser et totalement même rattraper Nvidia au niveau performance par watt, performance par même taille du GPU, ben, c'est pas une mauvaise chose parce que ça permettra évidemment d'avoir les meilleurs GPU pour le prix. Et ça nous intéresse toujours. Ensuite, pour ceux qui sont sur téléphone ou même sur petits appareils, en réalité, ça peut être intéressant. Vous avez le standard UFS 5.0 qui a été dévoilé. Et du coup, l'UFS 5.0 pourra atteindre des vitesses, pour information, de 10 gigabytes avec un B majuscule par seconde, ce qui est énorme. C'est plus rapide qu'un SSD PCI Express 4.0 et c'est pas aussi rapide qu'un SSD PCI Express 5.0, en tout cas pas les meilleurs, mais c'est dans le même genre de vitesse. Donc oui, c'est basiquement du stockage certainement qui utilise un petit peu le même genre de choses que du PCI Express 5.0 pour atteindre de telles vitesses. Et donc ça, c'est surtout utilisé pour information le stockage UFS sur smartphone, appareil très compact. Donc c'est une bonne chose d'avoir justement du stockage plus rapide parce que un stockage plus rapide, et là en réalité il y a une sacrée augmentation parce que la version 4.1 était limitée à 5,8 gigabytes à la seconde. Donc là on fait x2 littéralement. Donc ça permettra juste de charger plus rapidement. Bien souvent aussi, ça peut être intéressant aussi si vous avez des choses qui doivent être chargées depuis le stockage. Par exemple, une application, elle n'est pas encore chargée en RAM, vous lancez une application, elle se lancera plus vite parce qu'elle sera chargée beaucoup plus vite. Donc ça, c'est selon moi forcément une bonne chose à avoir. Donc vous le verrez certainement sur tous les smartphones haut de gamme de l'année prochaine. Certainement. Ensuite, nous avons Synology qui est revenu en arrière. Si vous vous souvenez, voilà quelques semaines, c'était quelques semaines, quelques mois, plutôt quelques mois en réalité, ils avaient décidé de tout simplement restreindre le type de disque que vous pouvez utiliser dans leur NAS, ou plutôt les fonctionnalités auxquelles vous avez accès avec certains disques. Et du coup, ils recommandaient d'utiliser leurs disques qui étaient évidemment certifiés et surtout vendus par eux, comme ça ils avaient plus d'argent, on va être honnête. Eh bien, ils sont revenus en arrière parce que forcément la communauté n'était pas du tout contente. Et pour information, le genre de fonctionnalité qui avait une restriction était juste stupide. Des fois, c'était même juste des calculs de la durée de vie restante du disque. Genre, il utilisait les informations smart pour te dire hey, ton disque, il est encore bon. Il est encore bon. Oh, celui-là, non, il va bientôt mourir. Tu devrais peut-être le remplacer. Donc, juste des fonctionnalités vraiment basiques qui ne requièrent même pas d'avoir un disque dur certifié parce que c'est juste des informations smart que tous les disques ont. Donc, c'est juste de la folie selon moi. Et surtout, leurs concurrents, évidemment, eux, ne font pas payer pour justement utiliser ce genre de fonctionnalité parce que c'est directement disponible. Et c'est assez étonnant selon moi. Alors évidemment, ils sont revenus en arrière parce que la communauté n'était pas contente. Ils sont aussi certainement revenus en arrière parce qu'il faut quand même le reconnaître, et c'est ça que je trouve bizarre qu'ils aient fait ça dès le début, voilà quelques mois, c'est que actuellement, Synology, ok, ils sont plutôt bien. C'est un peu c'est pas les Apple du NAS, mais ouais, ils ont
un écosystème robuste, ils ont un système d'exploitation robuste avec beaucoup de fonctionnalités, qui est facile à utiliser, qui est connu, il y a beaucoup de tutos et tout. Donc, c'est une force pour eux. C'est pas forcément les moins chers au niveau NAS, clairement. Il y a des NAS moins chers. Mais voilà, ils ont une bonne réputation. Et après, ils décident de faire ce genre de choses qui cassent leur réputation, alors que actuellement, ils ont de plus en plus de concurrents. Si vous regardez récemment, vous avez Ugreen qui s'est lancé sur le marché des NAS. Vous avez aussi Asustor qui a pris plus de, selon moi, part de marché. Voilà, pas mal d'années, Asustor était un peu plus méconnu, mais maintenant, je trouve qu'on les voit vraiment partout. Vous aviez évidemment Knapp qui était très connu depuis de très nombreuses années. Ça a toujours été une alternative à Synology, mais il continue de sortir des très bons NAS. Vous avez aussi TerraMaster, si je me souviens bien, qui existe. J'ai vu, vous avez aussi Minisforum, évidemment, qui a sorti des NAS. Donc, ils ont de plus en plus de concurrents et eux, ils sont en mode oh, on a plus en plus de concurrents. Vite, il faut qu'on réagisse. Et si on sortait un meilleur NAS? Non, non, non. On va juste restreindre nos NAS. Tout à fait logique. Donc, c'est. Voilà. D'un point de vue marketing, d'un point de vue décision, réponse par rapport à la concurrence, c'est juste extrêmement stupide. Donc, ma foi, tant mieux qu'ils soient revenus en arrière, mais je vais être très honnête, quand vous faites ce genre de choses, la communauté regarde ça, ils sont en mode ouais, non, je te fais pas confiance. Si je dois acheter un NAS, c'est peut-être pas un Synology. Ensuite, on a une autre news par rapport à Nvidia au niveau du fait que le premier wafer Blackwell a été produit à TSMC dans leur usine en Arizona, donc oui, aux États-Unis. C'est assez notable parce que TSMC, jusqu'à maintenant, en tout cas leur processus de gravure les plus avancés, était seulement à Taïwan. Et donc là, ils ont justement travaillé sur une usine de fabrication directement aux États-Unis, en Arizona. Ils ont été, en réalité, ils ont eu plein de financement aussi du gouvernement américain pour faire ça, il faut quand même le reconnaître. Mais ils ont du coup mis en ligne cette usine et comme vous pouvez voir, ils ont sorti le premier wafer, ce qui est assez notable. Donc ça, c'est plus une bonne news pour les États-Unis parce que ça veut dire qu'ils sont moins dépendants de Taïwan maintenant, un petit peu moins en tout cas. Après, tenez compte que c'est sûr et certain, ce wafer, le fabriquer à Arizona, aux États-Unis, coûte certainement plus cher que s'il était fabriqué à Taïwan. Et aussi, tenez-en compte, ce wafer va certainement repartir vers Taïwan parce que, bon, en tout cas, le premier, il va être affiché sur un mur, mais les prochains seront repartis vers Taïwan. Parce que après, quand vous avez le wafer, c'est cool, hein, mais vous devez ensuite mettre ce silicium sur un package, donc vous pouvez faire un packaging. Et ça, il n'y a pas encore, si je me souviens bien, d'usine de packaging qui est aux États-Unis, en tout cas assez avancée pour faire ce genre d'utiliser ce genre de processus ou ce genre de wafer. Et donc, ça repartira vers Taïwan pour être packagé sur justement le vrai package, le vrai GPU qui sera ensuite soudé sur une carte graphique ou sur une carte de serveur ou autre chose. Donc, basiquement, une avancée, mais il y a encore du chemin à faire. Ils sont encore dépendants clairement de Taïwan. Mais quand je vois ça, je me dis, hey, est-ce qu'on pourrait avoir ça aussi en Europe? Alors, tenez compte que il me semble, oui, je l'ai dit, mais même s'ils avaient le packaging aux États-Unis, ça coûterait plus cher de fabriquer aux États-Unis. C'est juste logique d'un point de vue juste les salaires que vous devez payer aux États-Unis pour les travailleurs comparés aux travailleurs taïwanais, ça coûtera forcément plus cher. Et c'est aussi un problème, c'est que certaines choses ne peuvent tout simplement plus être fabriquées, en tout cas d'un point de vue économiquement viable aux États-Unis ou même en Europe, parce que ça juste coûte trop cher en main-d'œuvre ou même juste en taille de l'usine ou même certaines ressources. Mais bon, ça ferait quand même pas mal qu'on ait aussi plus de fabrication de, de, de microprocesseurs avancés en Europe, surtout que quand vous voyez que les machines utilisées, mon téléphone fait une notification, les machines utilisées par justement TSMC, qui font de la lithographie, ça utilise des ultraviolets pour graver sur le silicium et tout. J'ai très largement simplifié, mais ces machines sont fabriquées aux Pays-Bas, toutes. Genre, c'est les Pays-Bas qui ont le monopole là-dessus. Il n'y a aucune autre entreprise qui arrive à en fabriquer des machines aussi avancées. Et autre fun fact, ces machines-là sont sont co-designées avec évidemment l'entreprise aux Pays-Bas, mais il y a aussi une université en Belgique, à Louvain, qui aide justement à designer ce genre de machines et surtout à designer les prochains processus de gravure et tout ça. Donc, ça veut dire que tout le savoir, au final, ou en tout cas une grosse partie du savoir des technologies hyper avancées, est juste en Europe. Mais on fabrique rien. C'est de la folie. Enfin, on fabrique la machine. Qui fabrique le processeur ou plutôt le wafer, ou qui grave plutôt le wafer. Donc, peut-être qu'on devrait aussi le faire un peu plus en Europe. Ça ferait pas de mal quand même. Après, vous pourriez argumenter que... Mais le premier millionnaire en Californie, il faut le savoir,
c'était un vendeur de pioches et c'est tout simplement parce qu'il a vendu des pioches à tous les gens qui sont venus en Californie pour trouver de l'or. Donc bien souvent, des fois, c'est celui qui vend les outils qui se fera le plus d'argent par rapport à celui qui va vers la rue et vers l'or, basiquement. Et c'est un petit peu le cas aussi avec les IA. Nvidia se fait plein d'argent parce qu'ils vendent les outils à OpenAI et tout ça. Mais derrière, TSMC vend l'outil de l'outil à Nvidia et donc eux aussi ils se font plein d'argent. Et puis derrière ça, vous avez cette entreprise aux Pays-Bas qui, eux, vendent l'outil qui permet de faire l'outil c'est l'outil de l'outil de l'outil. Donc c'est une chaîne d'outils. Donc en réalité, est-ce qu'on a vraiment besoin de fabriquer des wafers directement en Europe, vu qu'on fabrique la machine qui fabrique le wafer? Je ne sais pas, à vous de voir. Mais ça ferait pas de mal quand même d'avoir un peu plus de fabrication de microprocesseurs en Europe. Même juste des processus plus anciens, je trouve, qu'on pourrait utiliser pour pas forcément des trucs hyper avancés, mais juste utiliser pour tout ce qui est un peu machine à laver, tout ça. Des trucs un peu plus, qui n'ont pas besoin des puces les mieux gravées possibles, mais qui, voilà, ont quand même besoin de microprocesseurs. Ça ferait pas de mal d'avoir ça justement en Europe. Plus, en tout cas. Certainement aussi de la part de TSMC. Ensuite, on a une autre news par rapport à Nvidia au niveau du fait que le DGX Spark arrive enfin. Donc, c'est ce mini PC, si vous vous rappelez, qui a du coup un processeur ARM, un GPU NVIDIA très similaire à une 5070 et surtout jusqu'à 128 Go de VRAM directement intégré. Alors c'est de la LPDDR5, donc c'est pas aussi rapide que de la GDDR7, tenez-en compte. Mais du coup, ça permet de faire un mini supercalculateur d'IA, ce qui est plutôt intéressant pour des petites entreprises ou même juste des personnes qui voudraient faire tourner ça chez eux. Et du coup, il devait arriver début 2025, pas du tout. Et il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait même être retardé à 2026, mais visiblement, le premier exemplaire a été remis à Elon Musk pour je ne sais quelle raison, parce que, ok, Elon Musk aime bien tout ce qui est au niveau IA, mais je pense que lui, il utilise plutôt des gros serveurs. Je ne sais pas pourquoi il aurait besoin d'un DGX Spark, mais voilà. Bref, j'ai vu aussi un autre YouTuber qui est Level One Tech, qui est une très bonne chaîne YouTube d'ailleurs. Ils font beaucoup aussi de contenu Linux, qui est très intéressant. Eux aussi, ils ont reçu un exemplaire pour justement jouer un petit peu avec. Ils n'ont pas encore sorti, selon moi, suffisamment de tests, surtout des tests qui comparent à ce genre de gars-là. Donc ça, c'est le Minis Forum avec la puce Strix Allo, donc la puce de chez AMD, avec justement aussi jusqu'à 128 Go de VRAM. Donc moi, j'aimerais voir plus de comparaisons par rapport à justement ce genre de puce. Je vais plutôt le mettre là, parce que je n'arrive pas à atteindre le sol. Donc ça peut être intéressant d'avoir plus de comparaisons entre ces deux PC parce ils sont pas exactement au même prix. Le DGX Spark est plus cher, mais s'il est beaucoup plus puissant, forcément, ça vaudrait plus la peine par rapport à ça, qui coûte quand même assez cher parce que ça, il me semble, c'est 2000 € basiquement. Surtout si vous voulez la version 128 Go de RAM qui est forcément la plus intéressante parce que vous pouvez charger les plus grands modèles. Donc, j'aimerais voir justement plus de comparatifs entre justement ces deux modèles parce que c'est ce que je pense que la plupart des gens seraient intéressés. En tout cas, le genre de public qui achèterait ce genre de mini PC. Pour information, je suis toujours en train de travailler sur ce mini PC pour un test. Je suis toujours en train de me familiariser à Linux, ce qui prend un petit peu de temps, parce que je ne suis pas un expert de Linux, clairement pas. Et là, je me familiarise à faire tourner des large language models justement sur Linux pour le tester pleinement, parce qu'il faut le savoir, ce genre de mini PC avec 128 Go de VRAM, sur Windows, vous pouvez seulement allouer 96 Go de ces 128 Go au GPU. Donc, c'est-à-dire que vous vous limitez à des modèles d'IA qui font 96 Go maximum. Mais sur Linux, vous pouvez monter plus haut que ça. Vous pouvez monter jusqu'à, je ne sais plus combien c'était, un peu plus de 110. Vous pouvez juste laisser basiquement 8 Go de RAM au CPU ou au système. Et puis le reste, c'est de la VRAM, ce qui est évidemment plus intéressant au niveau de test. Et puis, de toute façon, tout ce qui est modèle d'IA, tout ce qui est accélération d'IA, enfin, juste modèle d'IA en fait. Mais de toute façon, tout ce qui est modèle d'IA, calcul d'IA et tout ça, c'est surtout fait sur Linux. Franchement, tout est sur Linux. Vous avez bien LLM Studio sur Windows qui marche plutôt bien. Franchement, j'ai fait des tests avec ce mini PC sur LLM Studio. Plutôt intéressant. J'ai fait tourner notamment une ancienne version de ChatGPT. Il me semble que c'est similaire à ChatGPT 4o, ce qui est quand même pas mal au niveau puissance. Et ça prend genre 80 Go de VRAM, ce qui est plutôt grand. Je le fais tourner là-dessus et ça tourne plutôt bien en réalité sous Windows avec LLM Studio. Donc, ouais, c'est pas mal LLM Studio, franchement. Mais oui, je ferai plus de tests sous Linux. Pas encore de performance pour le moment, donc je vous dirai justement quand j'y serai. Mais une chose est sûre, ça arrive. Donnez-moi juste un peu de temps par contre. Puis peut-être comme j'ai dit dans l'intro, je vais peut-être travailler là-dessus. Puis d'un coup, je vais me dire, oh, j'ai envie de travailler sur cette vidéo. Et puis ouais. Ça m'arrive beaucoup de temps. Je pense que je devrais clairement prendre un traitement contre
comment on dit ADHD en français? Je sais plus ce que c'est. Le trouble du comportement? Je sais plus. J'ai ça, j'ai ça. Quand j'étais petit, j'allais chez le logopède et tout, donc j'ai jamais pris de traitement, mais peut-être que je devrais parce que des fois, je sens que je m'écarte très vite d'un truc où j'étais censé suivre et je pars faire autre chose et puis je reviens et puis je repars. C'est voilà. Peut-être que je devrais voir avec mon médecin pour prendre un traitement parce que des fois, c'est un peu compliqué. Ensuite, nous avons Gamer Nexus, qui est une chaîne américaine qui a réussi à mettre la main sur un GPU très particulier parce que ce GPU est fabriqué par Huawei et c'est le Huawei Atlas 300i. C'est un double GPU sur un seul PCB, comme vous pouvez voir, et il a jusqu'à 96 Go de VRAM. Et pour information, ça coûte à peu près $1 400 apparemment si vous voulez l'acheter, ce GPU. Et c'est évidemment un GPU entièrement fabriqué en Chine et surtout réservé normalement au marché chinois. Et alors, ils n'ont pas fait tourner malheureusement parce que pour faire tourner ce GPU, vous devez le mettre dans un serveur Huawei. Donc, il faut le serveur qui va avec. Donc, bonne chance. Mais ils l'ont un petit peu démonté pour voir ce que ça donne. Et donc, comme vous pouvez voir, on voit les deux GPU. À savoir que la RAM que ça utilise, enfin la VRAM que ça utilise, c'est de la LPDDR5. Donc, pas vraiment la GDDR6 ou autre chose. Pas aussi rapide forcément, mais ça fait le taf. Et il y en avait de chaque côté d'ailleurs du PCB, hein, de la VRAM. Et on peut voir aussi le refroidissement. C'est plutôt intéressant et ça montre aussi à quel point la Chine est en train de travailler à pleine vitesse là-dessus. Et ça montre aussi des fois. Le truc, c'est qu'il y a un débat. Vous avez les États-Unis qui restreint justement l'apport en GPU, surtout pour les IA, à la Chine. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, ben, déjà, Nvidia, AMD perdent des ventes, ils perdent de l'argent. Et puis derrière, ça incite le marché chinois à trouver des solutions et notamment de fabriquer eux-mêmes leurs propres accélérateurs d'IA. Et donc ça, en faisant ça, ils donnent, limite, ils aident à financer en quelque sorte, oui, ces concurrents qui sont fabriqués directement en Chine. Donc c'est une épée à double tranchant. Donner l'accès au GPU permet à la Chine d'avancer plus rapidement sur leur modèle d'IA, ce qui pourrait être un problème dans le futur, hein, parce que là, on a des IA, oui, qui font des jolies images et tout ça, hein, c'est marrant, hein, mais dans 10, 20 ans, on peut imaginer des IA qui sont tellement puissantes qu'elles arrivent à mettre à genoux des systèmes informatiques parce qu'elles s'infiltrent et elles hackent automatiquement ou elles attaquent les grilles électriques d'un pays parce que les grilles électriques, bien souvent, maintenant, tout est connecté à Internet. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils restreignent, qu'ils font des restrictions envers la Chine parce qu'ils ne veulent pas leur donner les outils pour pouvoir développer ce genre de choses trop vite. Ils veulent être les premiers à le faire, forcément. Mais derrière, ils incitent la Chine à développer leur propre accélérateur d'IA et donc être moins dépendants des États-Unis. Donc c'est un peu un... Ah, comme j'ai dit, c'est une épée à double tranchant. Donc peut-être que les États-Unis devraient s'inquiéter parce que s'ils continuent de travailler à pleine vitesse là-dessus, c'est juste logique. Ils arriveront à rattraper leur retard. Le truc, c'est que quand vous êtes à la tête de quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de continuer d'avancer par rapport à quelqu'un qui fait que vous suivre. Forcément, ça semble logique. C'est un peu comme la première personne qui traverse, je sais pas moi, qui traverse une jungle. Ben forcément, en traversant la jungle, il va faire un petit peu un chemin pour la prochaine personne qui suivra juste derrière. Et lui, il pourra juste suivre derrière et puis d'un coup le dépasser. Je sais pas si l'analogie marche, mais voilà. En général, suivre quelqu'un qui est en tête est plus facile que d'être en tête, justement. Surtout au niveau technologique. Parce que c'est facile aussi, des fois, de juste récupérer des prototypes ou autre chose et d'analyser ce qu'a fait le concurrent et d'être en mode, oh, il a fait comme ça, ben, on va faire aussi un petit peu à notre manière. Donc, ouais, juste pour dire, il y a une énorme course justement là-dessus à la fabrication d'accélérateurs d'IA. Et ça pourrait justement, comme j'ai dit, ces restrictions pourraient mettre en avant le marché chinois et les aider à développer justement leur propre alternative qui marche aussi bien que justement ce que font AMD ou même Nvidia. Ensuite, on a une autre news sur le Dell Pro Max 16 Plus. Outre le fait que Dell, évidemment, a perdu l'entièreté de leur identité parce qu'ils copient maintenant juste la nomenclature Apple ainsi que le design, ils travaillent en réalité sur des trucs, selon moi, très intéressants. Et c'est le fait que je vous rappelle que Dell a introduit les modules LPCAMM et CAMM qui permettent d'avoir tout simplement des RAM qui atteignent des beaucoup plus hautes fréquences sans être limité par justement les slots SODIMM et sans devoir souder la RAM directement sur la carte mère, ce qu'on devait faire sur beaucoup d'ultrabooks, si on voulait atteindre des bonnes vitesses, on devait souder la RAM pour qu'il soit le plus proche possible du CPU. Eh bien, les modules LP-CAMM et CAMM ont permis de justement contrebalancer ça et de toujours avoir de la RAM qu'on peut remplacer, ce qui est vraiment cool. Et là, sur leur Dell Pro Max Plus, ou Dell Pro Max 16 Plus, le nom est vraiment voilà, mais à l'intérieur, vous avez un ordinateur portable modulaire. Même sur certains
point limite plus modulaire que ce que fait Framework. Le module de RAM ici, c'est un module CAM, donc c'est pas le LP CAM, donc c'est le plus gros module qui est plus réservé normalement pour des PC fixes, mais qu'ils ont mis dans un ordinateur portable, je suppose. C'est jusqu'à 128 Go de RAM sur un seul module, comme vous pouvez voir. C'est aussi le même module que vous voyez ici avec un radiateur en noir. Donc il est en réalité pas si gros que ça, il est assez petit. Il y a un autre truc aussi que vous pouvez voir, oui, pour ceux qui sont observateurs. Ici, vous avez un connecteur qui est vissé en place parce que le PCB ici, qui est séparé, c'est le GPU. Le GPU est remplaçable. Donc, tout comme le fait Framework avec leur Framework Laptop 16, ici, Dell a un ordinateur modulaire. Vous pouvez avoir de la RAM très rapide, mais toujours remplaçable. Vous pouvez évidemment changer les SSD, vous pouvez changer la carte Wi-Fi, et vous pouvez même changer le GPU. Alors, ils avaient déjà promis par le passé, notamment avec les Alienware, parce qu'Alienware appartient à Dell, ils avaient promis de pouvoir upgrade le GPU, mais finalement, je ne sais pas si c'est de leur faute, mais il y a des rumeurs comme quoi Nvidia n'aime pas trop les GPU remplaçables sur ordinateur portable et ils auraient un petit peu tué justement le format. Mais ici, ils ont réintroduit ça. Alors, c'est sur un GPU, c'est sur un GPU professionnel ici. Donc, on est sur une RTX Pro 5000 qui est similaire apparemment à une 5090. Donc, c'est différent évidemment du marché plus grand public. Mais ils ont réintroduit justement un nouveau module qu'ils appellent. Alors, comment ils l'appellent déjà? Ah, c'est le Dell DGF, c'est le Dell Graphic Form Factor module qui voilà, permet d'avoir un GPU remplaçable. Donc, personnellement, j'adore ça. J'adore un ordinateur portable modulaire parce que ça simplifie la réparation. C'est même une bonne chose pour Dell parce que, imaginez, je l'avais déjà parlé dans un précédent Takisama Show, mais imaginez le nombre de MacBook Pro qu'a Apple en stock dans un magasin. Vous voulez, avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage, c'est un modèle. Ah, vous voulez 2 fois plus de stockage? C'est un autre modèle. Donc, c'est un autre ordinateur dans une autre boîte. Alors que là, Dell, ils peuvent être en mode, oh, tu veux avec ce GPU? On va juste le remplacer. Ah, tu veux avec plus de RAM? On change juste le module. Donc, ça leur permet d'avoir tout simplement moins d'inventaire, devoir avoir moins de stock. Et ils peuvent facilement juste reconfigurer les ordinateurs à la volée selon la demande du marché. Ce qui est, pour eux, quelque chose d'intelligent. Et c'est ça que je trouve qu'un ordinateur modulaire, selon moi, peut rapporter plus d'argent à long terme, selon moi, à une marque, que de faire un ordinateur où tout est soudé, tout est collé, tout ça. Parce que en faisant ça, oui, peut-être que quand l'ordinateur a juste une pièce qui meurt, ils peuvent faire plus de ventes. Mais je pense que bien souvent, les gens vont juste en mode, oh, cet ordinateur, il est mort, je ne pouvais pas le réparer. Cette marque, c'est de la merde, je vais juste aller à une autre marque. Donc je pense que, vu la concurrence qu'il y a sur le marché, ce qui n'est pas forcément le cas d'Apple, vu qu'ils n'ont pas trop de concurrents, on va dire, sur leur marché un peu niche, c'est pour ça qu'ils se permettent de le faire. Mais sur le marché des PC plus Windows, oui, avoir un PC modulaire, je pense, est plus intelligent en fait. Surtout même juste point de vue réparation. Si vous avez un consommateur, un de vos clients qui a un problème avec l'ordi, vous pouvez facilement trouver le problème ou remplacer une pièce pour refaire fonctionner l'ordi. Et ça, c'est du bon business, quoi. Donc voilà, j'espère que plus de marques prendront inspiration là-dessus et qu'on aura de plus en plus d'ordinateurs portables un peu plus modulaires, surtout avec les modules, au moins les modules LPCAM. Franchement, c'est la base, ça. S'ils veulent de la RAM plus rapide, au lieu de la souder, ça devrait être sur un module LPCAM. Je vous pointe du doigt notamment AMD avec Strix-Allo, donc avec les gros Ryzen AI. La RAM est soudée. Selon eux, Framework a demandé à AMD s'ils pouvaient utiliser un modèle LPCAM. Selon AMD, c'était pas possible. Voilà, à voir si c'est réellement le cas ou si juste AMD avait la flemme ou s'ils trouvaient que c'était juste plus simple de faire ça. Mais une chose est sûre, oui, on doit au moins avoir SSD remplaçable, RAM remplaçable, c'est la base. Et GPU remplaçable s'ils peuvent le faire. Ah, ça, j'adore. Même si je peux comprendre aussi que ça rajoute de la complexité et que des fois, certaines marques n'ont pas forcément les ressources. Mais ici, comme vous pouvez voir, c'est même pas, c'est un ordinateur plutôt fin, donc c'est même pas comme si ça prenait beaucoup de place. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Donc faites-le. Ensuite, nous avons Intel, évidemment, qui a fait leur présentation de leur prochaine architecture. Donc j'avais parlé lors du précédent Texama Show que Intel allait faire une présentation le 9 octobre, et cette présentation est arrivée. Et ils ont détaillé justement Panther Lake, qui sera la prochaine architecture que vous aurez sur des ordi portables. Donc tenez compte que les ordinateurs portables sont toujours refresh en début d'année, après le CES à Las Vegas. Donc, si vous voulez acheter un ordinateur portable maintenant, 2 conseils selon moi ou 2 choix que vous devez faire, c'est soit de vous attendre le Black Friday pour des promotions, peut être très intéressant, ou soit
vous attendez l'année prochaine, début d'année prochaine, pour justement avoir les nouvelles technologies. Alors, si vous voulez juste acheter un ordinateur portable gaming, honnêtement, vous n'aurez pas beaucoup de nouveautés l'année prochaine parce que ça va être les mêmes GPU, juste avec des meilleurs CPU. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Achetez peut-être juste quelque chose lors du Black Friday. Si vous avez des très bons deals, juste allez là-dessus. Mais par contre, si vous voulez acheter un ultrabook, je pense que là, ça vaut la peine. Parce qu'il y a des gros trucs qui arrivent justement. Et là, on a justement eu des détails sur cette architecture. Il y a des trucs plutôt prometteurs. Alors, c'est évidemment les chiffres Intel, tenez-en compte. Ici, notamment, ils comparent la partie graphique à l'ancienne partie graphique. Donc, ici, c'est des corps Xi E3, alors qu'avant, c'était du Xi E2. Et comme vous pouvez voir, voilà, c'est plus puissant. Mais après, il y a des fois des comparaisons qu'il faut prendre avec des pincettes, donc tenez-en compte. Et ils avaient montré aussi tout ce qui est niveau efficacité énergétique. On a aussi le fait qu'il y a plus de cœurs CPU, donc il y a plus de puissance CPU automatiquement, forcément. Et selon Intel, vous pouvez le voir ici d'ailleurs sur le slide, ils disent que par rapport à Arrow Lake, donc c'est évidemment les anciens Core Ultra, les Core Ultra 200, ils ont jusqu'à une augmentation de 40% de l'efficacité des performances par watt, ce qui est massif, surtout pour un ordinateur portable. Pour un PC fixe, OK, mais pour un ordinateur portable, oui, c'est juste massif. Donc, à voir si ça se concrétise, hein, parce que c'est Intel, et des fois, Intel, par le passé, a été pris la main dans le sac, a juste, voilà, modifié un petit peu la réalité pour que les benchmarks représentent ce qu'ils veulent le mieux. Mais comme ils se sont fait prendre la main dans le sac ces dernières années, voilà, ils ont fait plus d'efforts à être beaucoup plus honnêtes. Donc, on verra ce que ça donnera. Et il y a eu plus de détails justement là-dessus. Il y a eu plus de news, plus de leaks, notamment sur justement les prochains noms. Vous aurez deux un peu types de noms. Vous aurez soit les Core Ultra 9, 7 et 5, mais vous aurez aussi des Core Ultra X9, X7 et X5. Et apparemment, si vous avez le X, c'est parce que ça utilise le plus gros GPU. Donc, ça vous permettra justement de voir la différence. Si vous voyez un X, c'est pas parce que c'est Elon Musk, c'est parce qu'il y a un plus gros GPU. Et s'il n'y a pas le X, comme on peut voir, ça utilise un GPU beaucoup plus petit. Donc, si c'est pour un ordinateur portable gaming, pas grave. Vous aurez un GPU dédié à côté, vous en fichez de ça. Vous n'avez pas besoin d'un X. Et c'est pour ça aussi que ceux-là, comme on peut voir, Panther Lake H, c'est ceux qui sont réservés aux ordinateurs portables gaming parce qu'ils ont plus de lignes PCI Express pour justement faire tourner ce GPU dédié. Alors que les autres, ici, les Panther Lake H, avec un X dans le nom, ceux-là seraient plus pour des ultrabooks. Et là, vous avez évidemment besoin d'un GPU intégré plus puissant parce que vous n'avez pas forcément un GPU dédié. Et il y a aussi moins de lignes PCI Express parce que vous n'avez pas besoin de lignes PCI Express pour un GPU dédié. Donc, tout à fait logique. Il y a eu plus de leaks de performance aussi ici. Vous pouvez voir qu'il y a une comparaison entre justement le nouveau Core Ultra X9 388H qui serait le plus puissant par rapport à lui-même aussi, mais en utilisant un autre type de RAM. Donc là, vous avez de la LPDDR5X à 9600 mégatransferts. Et puis, vous avez une version avec de la LPDDR5X à 8533 mégatransferts. Il me semble que ça, le 8500, ça correspond plus au module LPCAM, justement. Donc, ce serait de la RAM plus remplaçable, alors que le 9600, c'est peut-être soudé, justement. Et c'est comparé directement à l'ancienne génération et aussi au Ryzen AI HX370 qui utilise le même GPU, tenez-en compte, que la puce Z2 Extreme, qui est le Radeon 890M. Et comme vous pouvez voir, dans TimeSpy, qui est pas le benchmark le plus moderne, qui est aussi un benchmark synthétique, ce n'est pas un jeu vidéo, donc tenez-en compte, c'est pas le plus réaliste, vous pouvez voir que Intel se débrouille plutôt bien. En tenant compte aussi que par rapport à même eux-mêmes, les anciens Core Ultra, c'était le Arc 140V ici, enfin le GPU, il utilisait 8 cœurs X2, alors que les nouveaux GPU utilisent 12 cœurs. Donc même si les cœurs n'étaient pas plus puissants, ils en ont mis plus. Donc forcément, plus de performance. Donc c'est pas un mensonger, mais ça porte un peu à confusion, pas exprès, mais voilà. Et à côté de ça, vous avez d'ailleurs aussi le Ryzen AI Max 395 qui lui est beaucoup plus puissant parce qu'il a un GPU énorme. Donc ça sent. Bref, dans tous les cas, juste pour montrer qu'au final, Intel fait des plutôt bons GPU intégrés ces derniers temps. C'est juste que le driver a encore un petit peu du mal à suivre. Ensuite, nous avons une carte mère très intéressante de chez Maxon, qui est une marque qu'on se retrouve surtout en Chine, mais peut-être il y a moyen de le trouver en Europe. Ils ont montré la Terminator B850 BKB, qui est tout simplement une carte mère mini TX avec un slot PC Express x4 à l'avant, mais aussi surtout un slot PC Express x16 derrière, ce qui peut être très intéressant pour justement les PC Mini TX, parce que si vous regardez, la plupart des PC Mini TX maintenant utilisent ce qu'on appelle le format sandwich, c'est-à-dire que vous avez la carte mère d'un côté, le GPU de l'autre côté, donc ça fait un sandwich, voilà, avec le boîtier, et donc comme le GPU de l'autre côté, il faut un riser, il faut déporter le port PC Express pour brancher la carte graphique. Et ça,
mais c'est un peu limitant parce que premièrement, ce qui semble logique, c'est que les risers, pour le moment, sont limités à du PCI Express 4.0. Mais il n'y a pas encore, selon ce que j'ai vu, de riser PCI Express 5.0. Donc, c'est-à-dire que forcément, vous allez limiter cette carte, surtout si c'est une carte qui avait déjà des problèmes, notamment les 5060 Ti, les 5060, surtout les modèles 8 Go, ont besoin d'un slot PCI Express 5.0, croyez-moi. Bien, vous étiez déjà un petit peu limité là-dessus. Et puis, c'est juste dommage que vous ne pouvez pas l'utiliser pleinement. Mais là, le truc, c'est que, comme vous pouvez voir, ils le disent, ça utilise un slot full PCI Express 5.0 parce que c'est directement soudé à la carte mère, donc ils n'ont pas besoin de se préoccuper d'un riser. Donc vous installez juste la carte graphique par derrière la carte mère. Ça peut être très intéressant. Alors, tenez compte aussi qu'il faudra un boîtier compatible. Forcément, ça semble logique. Pas beaucoup de boîtiers, à mon avis, vont être compatibles avec ça. Je dirais même qu'aucun boîtier ne doit être compatible à l'heure actuelle, à part s'il y en a un qui a été fait en collaboration avec Maxon. Donc, on verra bien. Mais moi, personnellement, ça m'intéresse énormément. J'aimerais bien mettre la main dessus parce que j'ai un projet. Oui, encore une autre vidéo qu'Aurélien est en train de travailler, mais qui sortira dans 6 mois. J'ai un projet de faire un mini PCTX un peu différent. J'aimerais faire mon propre boîtier en réalité parce que j'aimerais tester un concept différent qui est un petit peu introduit justement sur tout ce qui est serveur avec des guides d'air. Plutôt que de mettre les ventilateurs sur les composants, ce qui prend de la place, ce qui n'est pas toujours pratique, vous mettez tous les ventilateurs à l'entrée du châssis. Ça souffle à travers le châssis, tous les ressorts derrière. Nickel. J'aimerais justement utiliser ce principe pour un PC Mini TX. Et donc, je me dis que une carte mère pareil, ce serait pas mal. Allez, tant qu'on parlait un petit peu de mini PC, vous avez Asus qui a lancé un ROG NUC 9 avec un Ryzen 9. Là, il y en a qui vont être en mode what? Attends. Les NUC, évidemment, c'était une gamme de mini PC qui a été fait par Intel à la base. Sauf que Asus a racheté la marque NUC et on se disait que forcément, même s'ils ont racheté la marque, ils vont rester avec des processeurs Intel. Sauf que non. Littéralement, ils ont sorti un Intel NUC. Ils ont sorti un Asus NUC ou un ROG NUC ici, qui a un processeur AMD. Et ça utilise même le fameux 9955X3D, ou HX3D plutôt, qui est un processeur très intéressant parce que c'est, de ce que j'ai vu dans les tests, c'est le processeur gaming d'ordinateur portable et donc qui permet aussi d'être mis dans un châssis très compact, qui est le plus puissant à l'heure actuelle. Pas le plus efficace au niveau énergétique, tenez en compte par rapport à Intel, mais c'est le plus puissant. Et donc, c'est très intéressant. Par contre, ce qui est beaucoup moins intéressant, c'est que Asus s'est dit, hey, vous savez quoi? On va mettre le meilleur processeur gaming à l'heure actuelle. Et derrière, on va juste mettre une 5070. Alors que l'autre modèle, qui a un Core Ultra 9, dans le même châssis, c'est le même mini PC, lui, il a le droit à une 5070 Ti et aussi une 5080. Donc, c'est juste Asus. What? Qu'est-ce qui se passe? Asus le fait énormément, même avec leur ordi portable. Vous pouvez regarder. Il y a plein d'ordi portables gaming Asus. Si vous avez un CPU AMD, limité à une 5070. Par contre, CPU Intel, 5080, 5090 même. Il y a quelque chose de bizarre. Est-ce que Asus a un petit peu le somme face à AMD ou autre chose et ils font exprès de les limiter en mode non, tu n'auras pas les meilleurs GPU, on garde ça pour Intel. Je me demande, hein, franchement, parce que c'est juste bizarre. Juste bizarre. Bref, dans tous les cas, c'était la dernière news et on en reste là pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se revoit pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao. Ma gorge est sec. Ça fait du bien. Ah oui, mignon.